fois sur nos activités et sur le climat, qu'on a commencé à avoir une vision un peu plus... d'accord. D'avoir une vision un peu plus large et de penser la planète un peu comme un tout. Et donc, d'où cette maxime que je re-questionnerai un petit peu en conclusion. Alors, pour ce faire, j'ai essayé de traiter de trois sujets, comme Sylvie l'a dit à l'instant. Je vais essayer d'abord de parler du réchauffement global, qui est certes global, mais qui pose aussi quand même un certain nombre de questions en termes d'échelle. Ensuite, j'aborderai quelques sujets liés au cycle de l'eau, et puis je conclurai à partir des notions d'impact, de vulnérabilité et d'adaptation. Et comme je pense que j'ai 1 heure pour chaque sujet, ça va nous mener jusqu'au déjeuner, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vais quand même essayer d'être un petit peu rapide, mais je voudrais quand même vous donner quelques éléments. En commençant donc par la question qui peut paraître le plus simple, hein, qui est celle du réchauffement global. Alors voilà une courbe que vous connaissez, enfin probablement beaucoup d'entre vous, elle est issue du dernier rapport du GIEC. Elle montre l'évolution des températures mondiales depuis l'ère pré-industrielle. Et ce qu'on voit sur cette courbe, c'est que d'une part, il y a une tendance qui semble assez nette hein, depuis la fin des années 60, et en même temps, il y a une certaine fluctuation, hein, c'est-à-dire que il y a une variabilité interannuelle, ce qu'on appelle aussi la variabilité interne du climat, qui fait que cette courbe, cette progression n'est pas parfaitement linéaire, elle affiche des irrégularités d'une année sur l'autre. Si on veut retenir... on ne voit pas défiler les diapos, on a que le... Ah, pardon. Et on voit que l'écran de départ. Ah, c'est-à-dire mon écran à l'écran de départ. Alors, vous êtes en train de partager votre écran, pourtant, pardon. Oui, ça fait un petit réglage technique. L'autre écran sur la visio. Ah oui, c'est parce que c'est inversé, c'est dans la manière dont le PowerPoint... Là, vous voyez l'écran ou pas? Vous voyez la bonne diapo ou pas? C'est la diapo tendance et variabilité interne, oui, c'est ça. Ouais. Sauf qu'elle n'est pas en mode présentation. Voilà, c'est ça. Quand on passe en mode présentation, il présente sur le mauvais écran, en fait. Ah, ok. C'est ça le truc. Et on ne sait jamais... On laisse comme ça vous va? On le laisse comme ça? Ce sera un peu moins bien pour certaines choses, mais bon, sinon, je pense qu'on risque de repartir dans 10 minutes de réglage. Quand même d'arrêter le partage, de le remettre. Ouais. Parce qu'il y a absolument un problème d'ordre. Ok. Alors, j'arrête le partage, je projette mon PowerPoint, et après je remets le partage, c'est ça que tu me suggères? Je vais repartager là. Ouais. Arc. Non, c'est bon. Partager l'écran. Alors, ah oui, il faut... Oui, mais il va me partager, en fait, il aurait fallu... Partager l'écran, je crois que le problème, c'est intéressant. Oui, partager. Et là, quand on va... Mélanger l'écran, ouais. je demande si ça marche. En fait, Là, vous êtes comment, là? Là, vous voyez quelle diapo? Allô? Si vous répondez pas, on peut faire ça, non? On a la première diapo, mais pas en mode présentation. Vous voyez toujours pas que ça défile, là? Là, ça défile pas. Ok. On a eu la 4, quelques secondes, et puis ensuite on a rebasculé, pas la 5, pardon. Voilà, là on a la 3. Ouais, c'est ça, mais parce qu'on est... Là, je suis pas en mode présentation, je suis en mode normal. Bon. Non, mais ça marche. Non, mais ça fait rien. Ok, allez, on va rester comme ça. Alors, si ce n'est que moi, oui, c'est pas terrible parce qu'après j'ai des animations, mais bon. Ok, on va faire avec, désolé. Donc, C'est reparti en plein écran. j'ai touché à rien. Là, vous voyez pas que ça défile? Non. Hein. Ok. Bah, hop. On est revenu à la 1. Ok. Alors. En fait, il le présente sur un autre écran, mais en
fait, normalement, à mon avis, Il est pas en écran étendu. Si vous partagez l'écran, Ouais. pas des PowerPoint, ça normalement solutionne le problème. Donc si vous quittez le partage, repartagez, et après, donc Tu tu peux vas faire. en partager l'écran. Là. Ouais. Mais pas le PowerPoint. Ouais, ah oui, d'accord, là-haut, l'écran là-haut. Ah oui, tu as raison, ok. d'accord, ok. Et après, là, si vous mettez un vas-y, mets en diaporama, oui, tu dois avoir en raison. avant, Ouais. il faut fonctionner. Bien. Non, c'est très bon, on comprend parfaitement. Alors, est-ce que là, ça vous va, là? Très Vous bien. voyez défiler? Si. T'as gagné un déjeuner. Bon. Merci beaucoup. Voilà. Ah, mais il faut avoir des jeunes dans la salle parce que sinon on est perdu, nous. Allez. Donc, on continue. J'en étais à commenter cette courbe de température globale. Je mentionnais donc qu'elle est caractérisée à la fois par une tendance forte depuis la fin des années 60 et le fait qu'on a une forte variabilité interannuelle, c'est ce qu'on appelle la variabilité interne du climat. Et du point de vue, disons, si on essaie de faire de l'analyse statistique sur ce genre de signal, ce qui nous intéresse, c'est le signal, donc c'est cette tendance, et la variabilité interannuelle, c'est ce qu'on appelle le bruit. Et il y a tout un certain nombre de méthodes pour analyser ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit et déterminer à partir de quand le signal est significatif par rapport au bruit. Deux chiffres peut-être à retenir, 2020. Donc déjà là-dessus, quand vous faites une analyse de ce type, il y a une question d'échelle qui se pose parce qu'il vous faut une référence. Vous voyez que sur ce graphique, la référence qui a été prise dans le dernier rapport du GIEC, c'est la température moyenne sur la période 1850-1900. Et donc la courbe est calculée en écart par rapport à cette température moyenne de départ. Il y a une part d'arbitraire évidemment. Pourquoi ces 50 années-là? On aurait pu en prendre 30. Bon, voilà. Et on s'aperçoit que évidemment, si on prend une année isolée, l'année 2020, qui a été assez chaude, on a quasiment 1,3 degré, pardon, 1,26 degrés. On se dit qu'une année particulière pour caractériser un réchauffement, c'est pas très raisonnable, et donc on va prendre une moyenne sur 10 ans, et donc le message principal issu du dernier rapport du GIEC, c'est qu'on considère qu'on est aujourd'hui à un état de réchauffement de la planète en moyenne de 1,09, disons 1,1 degré, la moyenne de 2011 à 2020. Alors, si on regarde ça maintenant à l'échelle d'une région, j'ai pris une région que je connais un peu, qui est celle des Alpes, et vous voyez ici une représentation de l'évolution des températures moyennes, c'est sur les Alpes françaises, entre 1900 et 2020, et vous voyez qu'on a aussi, bon, la représentation n'est pas la même, mais le signal est également très important, très, très visible. Par contre, ce qu'on a, c'est 2,3 degrés sur la période récente, donc à comparer aux 1,1 degrés globaux que j'ai mentionné précédemment. Donc on voit déjà que selon l'échelle à laquelle on se place, le diagnostic qu'on va avoir à faire sur le réchauffement va être différent et bien entendu, comme le mentionnait Sylvie Fanchette dans son introduction, les conséquences pour les populations ne seront pas les mêmes. Il y aurait beaucoup à dire sur cette courbe, hein, par ailleurs, dont on voit bien qu'elle n'est pas régulière non plus. Vous voyez qu'on a tracé une droite. Là aussi, c'est une part d'arbitraire. Est-ce qu'il faut, ça paraît pas très logique de représenter cette évolution comme une droite globale de réchauffement. Il y a eu des périodes de relative stabilité et un réchauffement qui s'accélère dans les années récentes. Au passage, ce qu'il faut déjà retenir d'une courbe comme ça, c'est que quand on dit globalement on a pris 1,1 degré, on a un objectif de se maintenir à 1,5, peut-être 2. Quand on regarde les chiffres, on est plutôt sur des trajectoires à 3,5, 3,7, voire 4 degrés. Si vous vous intéressez à cette région particulière qui est les Alpes, ce dont vous parlez, ce n'est pas de 2 ou 3 degrés. Vous parlez en gros de 4 ou 6 degrés. Donc par rapport à ces questions de perception là qu'on a évoquées tout à l'heure, et j'y reviendrai, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et par exemple, dans une région comme ça, où l'industrie de la neige est quelque chose de très significatif, eh bien, un réchauffement de 4 degrés ou de 2 degrés, ce n'est pas du tout la même chose en termes d'impact sur le manteau neigeux, par exemple. Alors, c'est des températures moyennes annuelles. Maintenant, on peut regarder aussi, j'ai fait allusion à l'industrie touristique de la neige. L'industrie touristique de la neige, c'est l'hiver.
Donc, est-ce que ce réchauffement moyen annuel, c'est le même en toute saison? Eh bien non, il se trouve que, là c'est le cas particulier des Alpes du Nord, le réchauffement sur les Alpes du Nord, il est moins important que le réchauffement annuel. En gros, on est à 0,18 degrés par décennie en hiver contre 0,27 degrés en annuel. Bonne nouvelle pour l'industrie touristique de la neige, mais très mauvaise nouvelle pour toutes les métropoles qui sont situées dans les cuvettes, comme Grenoble, enfin toutes les grandes métropoles alpines, généralement, sont dans des zones de cuvettes. Alors certaines, par exemple Genève, ont la chance d'avoir un grand lac à côté, ce qui permet aux gens d'aller se baigner, mais néanmoins, on a bien vu la canicule de l'été dernier, et de même d'ailleurs que celle de 2019 et celle de 2003, qui rendent quasiment invivables ces grandes villes des cuvettes alpines. Et si le réchauffement est plus faible en hiver qu'en moyenne annuelle, ben ça veut dire que l'été, il est plus fort. D'accord? Donc, là encore, on voit bien qu'un chiffre moyen de réchauffement annuel, il cache des réalités saisonnières différentes, avec des impacts sur les populations qui vont être différentes. Ce n'est pas les mêmes populations qui vont être affectées, et en particulier, ce qu'on voit bien se développer, un espèce de tourisme climatique saisonnier qui fait que dans les périodes très chaudes d'été, les habitants de ces métropoles pleines ont tendance à aller se rafraîchir en montant en altitude à la journée ou plus longtemps s'ils peuvent louer quelque chose ou s'ils ont des résidences secondaires. Dernier emboîtement d'échelle, ça c'est un petit graphique à partir d'une station isolée qui montre les températures hivernales à 1120 mètres, et vous voyez bien que là, sur ce graphique, vous pouvez interroger même la notion de réchauffement en quelque sorte. En particulier sur la première partie de la courbe, là, pendant 4 ou 5 ans, est-ce que je peux vraiment dire que j'assiste à un réchauffement? J'aurais très bien pu dire non, a priori la température est à peu près constante, et ça, du point de vue de la perception, c'est important, parce que derrière ça, il y a une réalité en termes d'enneigement, et par exemple pour les acteurs économiques et touristiques, de dire, ben non, finalement, on nous parle de réchauffement climatique, mais regardez, chez nous, finalement, cette température ne se réchauffe pas tant que ça. Alors, pour revenir à une vision un peu plus large des problèmes, dans le rapport du GIEC, il y a une figure sur laquelle on a beaucoup itéré. Enfin, ça a été un petit peu un combat pour faire apparaître ce genre de résultats, mais qui me semble absolument cardinal. Vous avez là quatre figures. Je vais commenter rapidement. Donc la première en haut à gauche, c'est ce que je vais appeler le signal, c'est le changement de température totale. D'accord ? Et vous voyez une échelle de couleurs qui va en gros de 0 à 2,5. Plus c'est rouge foncé, marron, plus le réchauffement était important, et plus c'est rose, et moins il est important. Et vous constatez, bon, déjà une première chose qui est très connue des climatologues, mais je me rends compte à chaque fois que je fais des conférences grand public, et pas du tout assimilée par l'ensemble de la population, c'est que le réchauffement, il est bien plus important sur les zones continentales que sur les zones maritimes. Okay, et donc, ce qu'on a vu, la traduction tout à l'heure, quand je disais sur les Alpes, ça se réchauffe plus qu'ailleurs, vous l'avez ici, et pas seulement sur les zones de montagne. En fait, de manière générale, les continents, pour des raisons thermodynamiques, se réchauffent beaucoup plus que les surfaces maritimes. Donc, ça, déjà, encore une fois, ça remet en question toujours cette notion de parler du réchauffement climatique avec un chiffre qui récapitule tout, le 1,5 degré, le 2 degrés ou le 1,1 actuel. Sur la deuxième figure en haut à droite, il y a ce que je vais appeler le bruit, c'est en fait la variabilité interannuelle du climat. Donc on a des séries climatiques, alors on caractérise ça typiquement par un écart type, et ce que vous voyez, c'est que cette variabilité naturelle, elle est beaucoup plus faible sous les tropiques et elle est beaucoup plus forte dans les régions polaires. En bas à gauche, vous avez le rapport de ces deux cartes, qui est en quelque sorte le signal sur bruit. Et là, ce que vous voyez, c'est que là où est le signal, le rapport signal sur bruit le plus important, comme combinaison des deux cartes du haut, eh bien c'est la zone intertropicale. Et donc, typiquement, vous avez là une illustration du fait que vous êtes dans une région où le réchauffement est plutôt plus faible qu'ailleurs, mais où l'impact est plus fort qu'ailleurs. Il est plus fort à la fois du point de vue de la perception du signal, et il est plus fort en termes d'impact planétaire, parce que ce sont les régions du monde où l'augmentation démographique est la plus forte. Et c'est celle où vous allez pouvoir détecter, et ça c'est la dernière carte en bas à droite, ce sont les régions où l'émergence du réchauffement est indubitable. Alors maintenant, alors ça c'est une carte d'émergence, et c'est un grand sujet dans la littérature climatique, c'est de dire à partir de quand on va considérer que sur une variable climatique donnée,
on a émergence du réchauffement climatique. Pour la température, c'est indubitable partout, mais cette émergence, elle est donc, encore une fois, beaucoup plus forte dans les régions tropicales que dans le reste du monde, avec toutes les conséquences qu'on peut en déduire. Oui, Jérôme? Thierry, est-ce que des gens réfléchissent à une espèce d'indice qui tiendrait compte de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'aspect population aussi? Oui, alors, c'est une très bonne remarque, et non, je crois que je ne l'ai pas là. Mais j'en parle longtemps. Il y a eu des travaux depuis 3-4 ans, plusieurs publications sur le sujet, où effectivement on croise des cartes du réchauffement et d'indices qui peuvent être notamment des indices démographiques, et où on ne met pas que la chaleur, on met aussi l'humidité, parce que du point de vue de l'habitabilité, hein, puisque c'est une notion qui devient de plus en plus utilisée, eh bien c'est pas que la chaleur sèche qui compte, c'est la chaleur humide. Et notamment, il y a quelque chose qui est très intéressant dans ces travaux, c'est que là où on voit les zones d'inhabitabilité qui se dessinent, il y a les zones tropicales semi-arides, le Sahel, le nord de l'Inde, etc. Mais par exemple, il y a tout le contour de la péninsule arabique et du golfe Persique. Parce que c'est des régions chaudes, en bordure d'océan, et donc, quand vous êtes quasiment une température... Ah, il faudrait brancher le machin, parce que sinon, on va être coupé. J'en profite pour finir mon petit commentaire. Bon, en gros, les seuils de chaleur sèche qui sont considérés comme définissant l'inhabitabilité, c'est au-delà de 44-45 degrés. Pour la chaleur humide, c'est 34-35. Donc 34-35, vous restez une demi-heure à une heure dehors, chaleur humide 34-35, c'est-à-dire à saturation, c'est terminé, vous voyez plus. Votre espérance de vie, elle est de l'ordre de l'heure. D'accord. Donc ça, il y a des travaux effectivement là-dessus. Un autre sujet aussi qui a été regardé, c'est l'histoire des températures nocturnes. Donc là aussi, c'est une notion d'échelle. C'est qu'à la limite, si vous êtes dans une région où il fait très chaud dans la journée, une chaleur sèche, mais que la nuit, vous retombez en dessous de 28 degrés, votre corps a besoin physiologiquement de retomber au-dessous de 28 degrés pendant un certain nombre d'heures pour récupérer. Et donc, vous voyez que quand on va vouloir s'intéresser réellement à l'impact en termes de température, il va falloir prendre en compte différents niveaux de température, le niveau absolu, la chaleur humide et la durée. Je n'en dirai pas plus, mais effectivement, c'était une bonne remarque. Merci Jérôme. Alors, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des lois physiques de base qui sont très bien établies. C'est une physique du 19e siècle. D'accord ? J'appelle ça les lois physiques locales. Elles sont vérifiées par de nombreuses expériences, elles ont une très forte valeur prédictive et en fait, elles fondent un grand nombre de développements techniques que nous utilisons tous les jours. Dans cette pièce, ici, autour de moi, un très grand nombre de biens matériels ou immatériels qu'on utilise sont basés sur ces lois physiques. Et pourtant, quand on regarde, alors en particulier la théorie de la chaleur, l'absorption par la chaleur, de la chaleur par les gaz, la diffusion, etc., quand on regarde comment le réchauffement global, de quoi résulte le réchauffement global, il résulte, c'est quelque chose qui est bien connu, disons à la fois dans le milieu scientifique et je pense maintenant bien assimilé par le grand public, des émissions de gaz à effet de serre et en particulier du CO2. Si vous regardez ici à droite cette courbe de CO2, d'émissions de CO2, vous voyez qu'elle est très régulière finalement. Alors qu'à gauche, on a une courbe de température, le signal global ressemble beaucoup, mais il est très irrégulier. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que, alors qu'on a un forçage qui a l'air très simple, comme ça, très unilatéral, il se traduise à gauche par une réaction qui l'est beaucoup moins, en particulier... vous remarquez que dans les années, il y a eu ce qu'on appelle entre les années 50 et la fin des années 60, il y a ce qu'on appelle le hiatus des années 60, où on a eu une stabilisation de la température planétaire. Si on regardait un peu plus aussi en détail la courbe de température, on verrait qu'à la fin des années 90, à la suite d'un Niño très fort, vous voyez aussi qu'il y a un petit aplatissement de la courbe, ce qui nous a valu... dans un laboratoire parisien, d'avoir de grands experts qui nous disaient que le réchauffement climatique était une fumisterie puisque la température du globe n'augmentait plus. Donc là aussi, on voit bien que la manière dont on va analyser ces courbes peut aussi influer sur le jugement qu'on porte dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'on ait un signal très lisse, une cause qui est un signal très lisse, et puis une réponse qui est un peu plus chahutée, en fait, les modèles, globalement, en rendent assez bien compte. Alors, je n'ai pas du tout le temps de détailler ça ici, peut-être que ça viendra dans la discussion, mais ça montre que la planète
comme un tout, réagit comme ce qu'on appelle un corps gris. C'est-à-dire qu'un corps noir, c'est un corps qui absorbe complètement l'énergie qu'elle reçoit, puis qui la réémet dans des grandes longueurs d'onde. Et puis si vous mettez un gaz à effet de serre dessus, ça piège le rayonnement, et ça explique donc que la température moyenne de notre planète soit à peu près à 15 degrés, alors que sans son enveloppe atmosphérique, elle serait à moins 18. Et donc, les modèles, en fait, c'est très intéressant, c'est que dans les années 80, les modèles de climat étaient extrêmement frustes et rustiques, notamment il n'y avait pratiquement pas le cycle de l'eau dedans, et pourtant, leurs prédictions de réchauffement pour un certain niveau de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère étaient pratiquement le même d'aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous prenez la Terre, dans sa globalité, il faut avoir une albédo moyenne, il faut connaître à peu près la concentration de gaz à effet de serre, et vous êtes capable de prévoir sa température d'équilibre. Malgré tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que sous cette température d'équilibre global, on voit que c'est très variable d'une région à l'autre, c'est très variable selon la saison, mais il y a une espèce d'intégration à un moment donné qui fait que ça se comporte comme un tout, comme si je posais une boule là sur la table et que j'avais un spécialiste de rayonnement qui me calculait son albédo, etc. Donc ça, c'est la notion d'émergence un peu en physique, c'est-à-dire qu'il y a un certain moment où on moyenne suffisamment les choses pour qu'il y ait un signal particulier qui émerge, celui de la température globale. Alors, je vais maintenant passer, à moins qu'il y ait d'autres remarques ou questions. Je ne sais pas si quelqu'un regarde le chat éventuellement, mais je vais passer donc au cycle de l'eau, qui est quelque chose qui complexifie pas mal les choses. Alors là, je vous montre un graphique en échelle avec des échelles caractéristiques, et les 4 objets que vous voyez sont des objets atmosphériques, c'est-à-dire les objets qui pilotent un peu la dynamique de l'atmosphère et donc le climat sur la planète, la convection, les petites échelles, les perturbations, ce qu'on appelle les lignes de grain pour les zones tropicales, et en fait les fronts. Et donc vous voyez qu'on balaye une large gamme d'échelles spatiales allant de quelques dizaines de mètres à quelques dizaines de milliers de kilomètres. Mais par contre, les temps caractéristiques, eux, sont beaucoup moins développés. Ça dépasse guère la journée, bien qu'en fait, il y ait quand même une mémoire dans l'atmosphère qui aille au-delà de la journée. Si vous rajoutez à ces objets des objets que je vais appeler des objets hydrologiques, qui sont à la fois les nappes souterraines, les ruissellements de surface, les ruissellements de subsurface, tout ce qui se passe dans les sols, le transfert d'eau dans les rivières, vous voyez que tout d'un coup, vous couvrez une gamme d'échelles qui est bien plus importante et qui, notamment dans le temps, va jusqu'à plusieurs milliers d'années. Il y a ici un petit graphique qui montre des échelles caractéristiques des réservoirs d'eau, de l'ordre du mois pour la vapeur d'eau atmosphérique, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'années pour les glaciers ou les océans, par exemple. Alors, comment ça se traduit, ça, quand on s'intéresse à la problématique du cycle de l'eau dans un contexte de changement climatique? Ça, c'est une carte qui n'est pas issue du dernier rapport du GIEC, ça date de l'AR5, et qui vous montre en haut 2 scénarios d'augmentation de température, ce qu'on appelait à l'époque le RCP, enfin le 2,6, qui est voilà, celui où on réchauffe le moins possible, et le 8,5 qui est l'hypothèse la plus haute. Et puis en dessous, vous avez les cartes de changement de précipitation. Bon, je ne reviens pas sur les cartes du haut, vous voyez que là aussi, on retrouve cette différenciation du signal de température. Mais si vous regardez bien, dessous, il y a des petits points. Je pense que ça se voit bien, j'espère que vous les voyez aussi à distance. Et en fait, et quand vous regardez les cartes du bas, qui sont les changements de précipitation, vous voyez qu'il y a des points, mais il y a aussi des hachures et des zones qui sont ni pointillées ni hachurées. Alors ça, c'est une manière qu'on a dans les rapports du GIEC de représenter la convergence ou l'incertitude qui est associée au modèle. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a des petits points, c'est-à-dire que ce fameux rapport signal sur bruit que je mentionnais tout à l'heure est très fort, convergence, donc d'un point de vue statistique, on considère que les données représentées sont fiables, et donc on a vraiment un signal émergent. Alors que quand c'est hachuré ou quand il n'y a pas de représentation, c'est soit que les modèles ne soient pas convergents, soit que le rapport signal sur bruit n'est pas significatif. Si vous regardez la carte des précipitations qui est en dessous par rapport aux cartes de température, vous remarquerez 2 choses. D'abord, vous avez un signal qui est bien plus mitigé. En haut, c'est tout rouge, il n'y a pas de bleu, sauf au RCP 2,6, là au large du Groenland. C'est donc très univoque et il y a partout des pointillés. Quand vous regardez en bas, il y a des endroits où ça s'assèche, il y a des endroits où ça s'humidifie, et puis il n'y a quasiment pas de petits points.
Il y a des hachures ou des zones blanches. Et même quand vous forcez très fort au RCP 8,5, vous voyez qu'il y a un peu plus de pointillés, mais on a encore énormément d'incertitudes. Et donc ça, c'est une façon de représenter toutes les incertitudes qu'on a quand on fait de la projection climatique autour du cycle de l'eau, et qui est le résultat d'une physique qui est beaucoup plus complexe. Alors, dans le dernier rapport, enfin le chapitre 8 du rapport du GT1, il y a un certain nombre de cartes, on a regardé les évolutions mondiales des différents termes du cycle de l'eau. Donc je ne vais pas toutes vous les faire, hein, vous voyez qu'il y en a beaucoup, j'ai juste insisté sur 3. En haut à gauche, le signal sur les précipitations. Alors ce que vous voyez, c'est qu'il est assez mélangé, mais quand même il est relativement lisse, si vous le comparez par exemple à celui qui est juste à droite, qui est le signal pluie moins évaporation. Hein, donc pluie et moins évaporation, c'est quoi? C'est en gros l'eau qui va rester disponible pour les populations, en dehors de ce qui va être consommé, évaporé par les plantes ou par les surfaces d'eau libre. Et là, vous voyez que vous avez un signal qui est beaucoup plus chahuté que le signal de précipitation. C'est-à-dire que, au fond, dans le cycle de l'eau, on a déjà un forçage en précipitation qui est très variable, qui pose des difficultés d'analyse, mais quand on va rentrer dans le cycle de l'eau, on va faire intervenir le filtrage par la surface terrestre et les différents processus, et on a un signal qui est encore plus variable. Et donc, je montre aussi au centre, tout à fait en bas au centre, la carte de l'humidité du sol total, et vous voyez que là aussi, donc ça c'est des cartes de projection, hein, j'ai oublié de le mentionner, c'est écrit en bas à gauche, c'est la différence, le changement de ces variables hydrologiques entre une projection fin du XXIe siècle et une référence qui est 1976-2005. Et donc vous voyez que pour l'humidité du sol total, eh bien là aussi on a une espèce de patchwork avec des échelles de variabilité qui sont très importantes. Et bien entendu, cette humidité du sol, c'est une variable extrêmement importante, notamment pour l'agriculture. Alors, il y a 2 sols là-dedans. Si tu vois, juste à gauche, il y a le top soil moisture qui est 2 mètres, et celui-là, c'est tout ce qui est au-dessus, considéré comme étant au-dessus des zones d'altérie. Enfin, c'est vraiment le sol. Alors, je ne saurais pas te dire d'ailleurs exactement comment ça a été défini, mais ce n'est pas une épaisseur qui est constante partout sur le globe. Ça prend en compte les cartes de sol disponibles sur chaque région. Voilà, alors pour terminer sur cette question du cycle de l'eau, et après je vais donner une illustration très rapide, je rappelle quelques points qui me semblent très importants. Alors, le premier, c'est qu'on a un signal, quand on parle de précipitation, et donc toutes les variables hydrologiques qui sont derrière, qui est beaucoup plus hétérogène dans le temps et dans l'espace que quand on parle des températures. Ce qui fait que dans le dialogue entre les communautés, d'ailleurs, ce n'est pas toujours très simple, hein, parce que là aussi, on voit que, alors c'est justement le terme frottement d'échelle qu'employait Jérôme, s'applique assez bien dans ce cas-là, mais c'est aussi des frottements de communautés, si on peut dire. On a des changements qui sont plus difficiles à détecter, la variabilité interannuelle de la pluie est plus forte que celle des températures, donc on a un rapport signal sur bruit qui est plus défavorable. Et puis on a des interactions avec d'autres processus environnementaux, les rétroactions, les notions de feedback, positif ou négatif, et ces fameuses notions de point de bascule. Soit dans le système physique, il y a quelque chose qui est très facile pour comprendre ce que c'est qu'un point de bascule dans le système physique lié au cycle de l'eau, c'est les glaciers. Quand un glacier commence à fondre, il y a un moment donné, il passe sous un seuil critique, il va disparaître parce qu'il y a une espèce d'effet d'oasis à l'envers qui se crée autour de lui. Et si vous voulez réinstaurer le glacier, il va falloir avoir des conditions de température et de précipitation qui sont alors à la fois bien plus froide et avec beaucoup plus de précipitations hivernales que ce que vous aviez à l'époque où le glacier était à l'état d'équilibre. Ça, c'est typiquement ce qu'est un point de bascule. Mais il y a aussi des points de bascule du fait de l'intervention du vivant, les changements d'usage des sols, et notamment, par exemple, sur le Sahel, on a une ANR en ce moment où on étudie des points de bascule, où on se rend compte que malgré une reprise pluviométrique par rapport aux grandes sécheresses des années 80 et 90, on n'arrive pas à revenir à un état de fonctionnement hydrologique antérieur, parce que probablement on est passé sous un seuil critique. On me fait signe qu'il faut que j'accélère. Je vais quand même présenter très rapidement, pour illustrer ça, à partir d'un petit exemple sur le Sahel, avant de dire très rapidement 2 mots sur la suite. Voilà, ça c'est une carte de précipitation observée par satellite en haut sur la bande sahélienne pour une année donnée, je crois que c'est 1992, et en bas, vous avez un zoom à partir du petit rectangle, hein, qui est dans le cadre d'un observatoire, Service national d'observation à Macach, sur lequel on a des instruments au sol qui permettent de mesurer les gradients pluviométriques. Donc vous voyez, en haut, vous avez un signal qui est en gros une espèce de gradient assez régulier nord-sud, et en bas, vous avez un patchwork qui est beaucoup plus détaillé.
Si vous regardez, quel est l'impact de ça du point de vue hydrologique sur cette petite fenêtre qui est en bas pour un événement pluvieux. Vous avez un événement pluvieux, 14,4 mm en moyenne sur ce carré. À gauche, c'est les mesures, voilà, la captation la plus fine possible qu'on ait de cet événement pluvieux à partir du réseau au sol qui a été mis en place. Et puis on le dégrade à droite, c'est-à-dire qu'on fait une opération de moyen-âge statistique, jusqu'à dire si on avait un seul poste à droite sur la zone, qui par miracle aurait mesuré la bonne valeur de 14,4 mm, vous auriez eu une pluie uniforme sur l'ensemble de la zone. Derrière, on fait passer un petit modèle pluie débit et on regarde ce qui coule. Eh bien, ce que vous voyez, c'est qu'à gauche, il coule en moyenne 0,3 mm sur la zone, et à droite, il ne coule plus rien. Donc, il y a vraiment une question à la fois de disparition ou d'émergence de signal, selon les résolutions auxquelles vous allez travailler. Et si vous le regardez maintenant en moyenne, donc là, 576 événements, ça correspond à 25 ans d'observation sur la région, eh bien, vous voyez que en décrivant votre champ pluviométrique à la résolution la plus fine de 1 km², vous êtes au plus près possible de ce qu'est l'écoulement réel, et quand vous dégradez la résolution, selon les coefficients de ruissellement de vos bassins versants, eh bien, en moyenne annuelle, vous pouvez perdre jusqu'à 16% ou 35% de l'écoulement, ce qui est assez considérable. Et dernière illustration dans la même région de cette notion d'émergence, c'est quelque chose qu'on a appelé le paradoxe sahélien, qui est autour du comportement des nappes. Dans les années 50-60, on était dans une période humide où il pleuvait entre 50 et 600 mm, et vous voyez dessous les petites flèches bleues, on avait une infiltration vers les nappes qui était de l'ordre de quelques millimètres par an. Est venue la sécheresse, dégradation de la végétation, pas que à cause de la sécheresse, aussi à cause des pratiques anthropiques, enfin de la pression de l'homme sur les milieux. On est à 400 à 500 mm, et qu'est-ce qu'on voit? Une recharge de nappe qui est pratiquement 10 fois supérieure à ce qu'elle était dans la période humide. Alors, à gauche, vous voyez que la nappe, en fait, elle ne bouge pas, elle est rechargée, mais comme après elle s'écoule, elle est en équilibre. Et à droite, vous voyez en fait émerger un signal, c'est-à-dire que le niveau de la nappe se met à monter alors qu'on est dans une période sèche. Tout ça parce que, en fait, les terres étant dégradées, elles ruissellent plus, et on est dans une région où ces ruissellements sont captés par des mares que vous voyez là, les petites surfaces bleues, et que ces mares agissent véritablement comme des éviers qui auraient une bonde mal fermée, et que la recharge des nappes se fait à partir de l'eau qui ruisselle dans ces mares. Et si vous regardez du point de vue d'un bilan hydrologique, vous dites oui, mais l'eau, alors il y en a moins, et puis il y en a plus dans les nappes, donc le delta, il est où? Il est dans la différence de végétation, c'est-à-dire qu'à gauche, vous avez beaucoup plus de végétation qui évapore, alors qu'à droite, vous avez beaucoup moins de végétation qui évapore. Donc on est bien conservatif d'un point de vue quantitatif, mais on a là aussi un fonctionnement qui a divergé. Et aujourd'hui, on a une reprise de la pluviométrie, on n'arrive pas à revenir à l'état initial. Dernier petit sujet, alors je vais aller très rapidement, c'est cette question d'impact vulnérabilité adaptation qui fait l'objet des deuxième et troisième rapports du GIEC. Alors j'ai symbolisé ça par une photo avec un avion et puis un acteur d'Extinction Rebellion mais pour moi c'est très symbolique de se penser globalement pour agir localement. Ce que je voulais mentionner, c'est que si on s'intéresse, si on commence à rentrer dans l'équation l'aspect humain des sociétés, on ne peut plus simplement parler d'urgence climatique. Il faut aller au-delà, il faut parler du changement global, il faut parler de la qualité environnementale, il faut parler de la question des ressources, il faut parler aussi, bien entendu, des sociétés en elles-mêmes, de tout ce qui les pilote, les inégalités, les mobilités, les valeurs, la géopolitique. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, un peu le changement global. Il y a un comité national français du changement global et on essaie de réfléchir un peu sur ces sujets-là. Alors ça implique, ça c'est une représentation de chaînes causales et de rétroaction dans ce système global. Je n'ai pas le temps trop de m'y attarder. Ce qu'il y a, c'est que sur chacune de ces cases ici et des relations, cette notion de frottement d'échelle, elle apparaît. Et ce n'est pas simplement du frottement d'échelle entre les processus dans le milieu physique, mais c'est entre les processus physiques, les processus biologiques et les processus sociétaux. Un point, par exemple, à souligner qui illustre ça dans la question du réchauffement, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, on a parlé de ces échelles temporelles et spatiales, c'est que si vous regardez la courbe de gauche sur les hausses de température, depuis le début, en fait, sur 2000 ans,
vous voyez que le réchauffement actuel, c'est quasiment une droite verticale. Et donc là, ce qui compte, c'est la notion de cinétique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait qu'on réchauffe d'une certaine valeur, c'est qu'on réchauffe très vite et que donc on met en compétition les espèces. Il y a des espèces qui vont être capables de s'adapter beaucoup mieux que d'autres à un réchauffement qui est aussi violent. Donc si vous voulez comprendre comment va évoluer globalement le système Terre, y compris le milieu vivant qui est dessus, il faut prendre en compte ces cinétiques. Je voulais juste, pour conclure, deux petites choses, et je ne vais pas le dire en détail, mais bon, je me suis intéressé à une époque, j'avais des responsabilités dans mon organisme sur l'interdisciplinarité, je m'étais intéressé aux questions de vulnérabilité, et j'avais regardé le Global Risk Report du World Economic Forum. Alors vous savez, le World Economic Forum, c'est Davos. Bon, je ne sais pas trop comment ils font leurs enquêtes, mais ils font une espèce de mesure régulièrement, ils publient un rapport, et dans ces rapports, il y a une mesure de la perception des risques par les populations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en 2015, c'était le risque, la crise hydrique qui était la plus importante. L'échec d'adaptation climatique venait au 5e rang. Et puis, 4 ans plus tard, en 2019, ils en ont fait un avec une métrique où ils avaient la vraisemblance et l'impact. Donc à droite, là, sur l'échelle en X, c'est ce qui est le plus vraisemblable, et l'échelle en Y, c'est ce qui a le plus d'impact. Donc on retrouve, et puis il y a une catégorisation par couleur, en vert, c'est les risques environnementaux, en orange, géopolitique, en bleu, économique, etc. Mais ce qu'on voit en gros, c'est qu'on a une patate verte en haut à droite, perçue comme quelque chose qui est en même temps vraisemblable et à très fort impact. Et alors, il y avait une chose qui est complètement en haut à gauche, c'était les armes de destruction massive. Et ça, c'était en 2019. Donc, impact potentiel très fort, vraisemblance quasi nulle. Bon, je ne sais pas ce que ça donnera en 2022, mais en tout cas, vous voyez que ces questions de perception et de l'échelle à laquelle on perçoit les choses me semblent très importantes. Alors, si je reviens à mon point de départ, qui était pensé globalement pour agir localement, en fait, on peut peut-être inverser les choses en se disant, en fait, il faudrait peut-être penser localement, c'est-à-dire qu'en réalité, on perçoit les choses à notre échelle, et c'est à partir de la perception qu'on a à nos échelles qu'on peut se mettre peut-être à agir globalement. Et peut-être que, bon, bah, finalement, c'est quand même un peu les deux, et que les allers-retours entre ces deux façons de penser et d'agir sont un peu ce qui va nous guider dans les temps qui viennent. Dernière petite diapositive pour conclure. Je vais essayer de rebalayer ce que j'ai dit rapidement. Alors d'une part, pour ce qui concerne la planète physique, c'est quoi ces histoires de frottement d'échelle? En gros, le climat, il est piloté par la mécanique céleste, parce qu'il y a quelque chose qu'on enseigne en France, mais pas partout aux États-Unis, c'est que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse, et qu'elle tourne d'une certaine manière, et c'est pour ça qu'il y a des saisons, et c'est pour ça qu'il y a une répartition inégale de la chaleur, et c'est ce qui définit au premier ordre la répartition des climats sur la Terre. Mais ensuite, quand vous regardez à des échelles inférieures, on n'a pas le temps de discuter de ça, il y a des mélanges de processus thermodynamiques qui sont très petite échelle, et puis des processus de dynamique, de circulation des fluides, de la chaleur, qui vont définir les climats régionaux et leur variabilité. Puis à côté de ça, vous avez une planète, le monde biologique, avec des êtres vivants. Donc là, c'est pareil, il y a des gradations d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a un être vivant, un être végétal, un être animal. Il est piloté par la biologie moléculaire, qui sont des choses de très petite échelle. Et puis tout ça, ça s'agrège et ça forme des écosystèmes. Et ces écosystèmes, en fait, ils fixent du carbone, ils contrôlent du CO2, ils contrôlent le cycle de l'eau, et donc ça fait une rétroaction sur la planète physique et sur le climat, parce que notre climat, il est en partie, son fonctionnement est régi par le monde biologique. Et en particulier, quand on réfléchit aux échelles glaciaires et à savoir pourquoi il y a eu des grandes glaciations, ça a été un grand mystère longtemps dans la science du climat, parce que quand on regardait les forçages moyens en température, on ne comprenait pas qu'on ait pu être des glaciers aussi importants, et en fait, on s'est rendu compte que ce qui pilotait très fortement, c'était le développement des forêts dans l'espace boréal, sur les surfaces émergées, et le contrôle du CO2 qui y était associé. On a ensuite donc l'univers sociétal, les problèmes de démographie humaine quand même, parce que derrière, alors on discutait tout à l'heure sur la notion de forçage anthropique, le collègue de sciences sociales qui n'était pas sûr de savoir ce qu'on voulait dire par là, et peut-être on en discutera tout à l'heure. Enfin, en tout cas, la démographie humaine, il y a deux choses qui sont quand même très importantes sur ces questions climatiques. Il y a le fait qu'on a une démographie qui est extrêmement importante et que l'homme croit avoir maîtrisé l'énergie parce qu'il est capable d'extraire du charbon et de brûler du pétrole. Et quand il fait ça, ben, voilà, on rentre dans ce qu'on a appelé l'anthropocène.
Mais il y a aussi, bien entendu, les dynamiques sociales, les solidarités versus les replis identitaires. Il y a la question aussi des valeurs et des perceptions. Et en particulier, il y a quelque chose qui me semble très intéressant dans un colloque qu'on a eu récemment dans le cadre de Future Earth. On a fait intervenir Valérie Masson-Delmotte pour le rapport du GIEC et Paul Lilley, qui est un chercheur de Saclay, d'origine américaine, mais qui travaille en France et qui est un des pilotes des chapitres de l'IPBES, hein, le rapport donc, du groupe international sur la biodiversité. Et en fait, qu'on se rend compte, bon, moi je m'en rends bien compte parce que j'étais un peu dans la mécanique du GIEC, c'est que finalement, au sein des rapports du GIEC, les questions de valeur, elles ne sont jamais posées. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye d'objectiver les choses le plus possible. On fait de la physique, on objective les choses. Et ce que nous disait Paul Lilley, c'est qu'en fait, dans le dernier rapport de l'IPBES, la question des valeurs a complètement émergé. Elle a dit, on a des collègues sud-américains, ils sont arrivés, ils ont dit, mais en fait, votre rapport à la nature, qui guide en fait toute la science occidentale, nous, on n'a pas du tout le même. Et donc, dans les rapports de l'IPBES, cette question des valeurs apparaît explicitement comme étant quelque chose à prendre en compte dans la façon dont on doit penser l'évolution de notre monde. Et moi, j'en suis arrivé un peu à la conclusion suivante que je partage avec vous pour finir, c'est que je pense que le GIEC est voué à disparaître dans les années qui viennent si jamais il n'est pas capable de s'approprier aussi cette dimension-là dans son mode de raisonnement. C'est-à-dire s'il continue à se penser comme un monde de physiciens qui ne discutent que de physique et qui ne veut pas prendre en perspective toute la dimension qui est humaine autour, ou qui ne l'aperçoit que en termes d'impact, parce que c'est comme ça que sont construits les rapports du GIEC. Hein. Il y a le monde physique, impact, vulnérabilité, et après ce qu'on appelle atténuation, comment on peut faire pour atténuer la casse. Et donc là, je pense que c'est très intéressant d'un point de vue épistémologique de voir ces deux communautés qui traitent de façon très différente cette question de valeur. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Peut-être que si vous avez des questions tout de suite, on en prend une ou deux ou on enchaîne. Après, ouais. Dans le chat, pareil. Je rebondis sur ta dernière phrase, Thierry. Excuse-moi. Ouais. Je suis totalement d'accord avec la science surplombante qui va expliquer ce qu'il faut faire et que ça ne marche pas. Voilà, c'est donc tout cœur. Mais justement, est-ce que ça... Hein? Il faut parler fort pour le... Ah ben je reprendrai la question de Guillaume pour le... Ouais. Et donc, finalement, quand tu fais ce schéma-là, ça ne peut pas être autrement, parce que tu dis à peine physique et la flèche vers l'univers sociétal, alors que l'univers sociétal, moi j'avais très dans le sens, c'est l'univers sociétal qui change maintenant. Oui, alors tu as raison. Donc Jérôme conteste ma représentation et il a raison. C'est le jeu des petites flèches, on en oublie toujours. Là, c'est une représentation d'il y a 50 ans. Mais oui, alors, non, mais en plus, c'est d'autant plus ridicule qu'on est dans le monde des climatologues, on dit bien que l'évolution du climat, il est d'origine anthropique. Donc déjà, à tout le moins, il y a effectivement une flèche de retour de l'univers sociétal vers le milieu physique et un peu dans toutes les directions. Tu as raison. Je corrigerai, professeur. Non, mais c'est pas obligé de parler. Ça, c'est un truc qu'on aime bien au CPT. C'est la question des représentations. Je pense que vraiment, si on veut parler tous ensemble, il faut qu'on se mette d'accord sur des représentations et on les a pas. Parce que ça marche pas. Si tu vas voir les peuplades dans l'Amazonie avec ça, ils ne comprennent pas. Dans le ordre d'idée, je suis un peu surpris par l'usage que tu fais de la notion de valeur, parce que l'enjeu dont tu parles, à mon avis, n'est pas en termes axiologiques de valeur, il est en termes ontologiques. De quoi nous nommons, de comment est-il fait. Et c'est vrai que la question de la science surplombante, elle renvoie à une certaine ontologie qui est celle de la science occidentale, bien sûr. Et il me semble que pas mal de chercheurs, notamment d'Amérique latine, ne contestent pas le fait que la science ait un truc à dire sur la Terre. Ils disent simplement qu'il y a d'autres façons de penser l'ontologie de la planète. On devrait pouvoir conduire à d'autres façons d'envisager les choses. Mais je ne suis pas sûr qu'on va y arriver avec une sorte de grande synthèse. Je crois qu'on est plutôt parti vers la mise en compétition. Elle va en parler peut-être. Ah bon. Donc, enfin, juste, il y avait... Merci Bernard, cette magnifique introduction. Voilà.
Mais donc je vais juste relayer pour le zoom. Donc c'était une remarque de Bernard de Barbieux qui questionnait un peu l'utilisation du mot valeur dans cette. Alors après, peut-être, là c'est toujours pareil, hein, les terminologies aussi. Là j'ai utilisé le mot tel qu'il nous a été restitué par les gens de l'IBES. Donc effectivement, on peut peut-être contester, mais comme ça introduit parfaitement la représentation d'après, je n'irai pas plus avant dans la réponse. Bon, bah, du coup, on enchaîne. Alors, bonjour à toutes et à tous, pour les personnes en ligne. Pas facile de passer derrière. Hein. Donc, en entendant justement Thierry, quand il a présenté justement ma première réaction du pensée globale pour agir local, je me suis dit, bah non, nous on va repartir de l'inverse. Et puis il l'a fait de lui-même, il a dit non, finalement il a questionné son approche. Donc je vais effectivement parler du point de vue de l'anthropologie, du point de vue d'une anthropologie aussi peut-être un petit peu particulière, qui est celle de la compréhension de l'habité, et qui est aussi la mienne. Alors donc pour me resituer, donc je suis directrice de recherche dans une école d'ingénieurs en anthropologie, ce qui m'a un petit peu obligée à me déplacer et à essayer de comprendre l'autre, même quand il est très proche, peut-être complètement incompréhensible. Et puis aussi, je viens aussi d'un long frottement avec les géographes, puisque avec Nathalie Blanc, on avait participé à la réflexion autour des modes d'habiter qui avait été lancée par Nicole Mathieu il y a de cela maintenant un certain nombre d'années. Avec cet intérêt autour de cette réflexion, et c'est là aussi où cela rejoint la thématique du jour, la réflexion sur les modes d'habiter, c'était d'essayer justement de comprendre les échelles de l'habiter, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on arrivait dans nos sociétés occidentales contemporaines à relier le travail, l'habitat, les loisirs, et qu'est-ce qui se passait au sein de ces différents espaces, qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait habiter ou ne pas habiter ces différents lieux. Donc ça, c'est pour vous présenter un petit peu cette perspective, qui est aussi une perspective multiscalaire dans le sens où on prend trois aspects. Donc on prend en compte la matérialité, on prend en compte les idéaux, les normes, donc la société telle qu'elle est conçue. Et puis, on prend en compte, j'ai un trou absolument affreux, on prend en compte aussi les pratiques, donc le factuel. Donc voilà pour vous présenter un petit peu d'où je parle et d'où vient aussi donc cette compréhension que je peux avoir de l'habité, d'un point de vue d'anthropologue. La caractéristique de l'anthropologie, c'est d'avoir un point de vue situé, c'est-à-dire qu'on part toujours d'un lieu, qu'il soit physique ou virtuel d'ailleurs. Donc on a besoin de partir de quelque part, on a aussi besoin de partir des gens, et ça c'est complètement fondamental. Et je pense que c'est important de le rappeler, ce qu'il ne peut pas y avoir d'anthropologie s'il n'y a pas des gens à observer. On m'a demandé, je dis ça parce qu'on m'a demandé récemment d'être co-directrice d'une thèse en physique des matériaux sur des matériaux qui
qui n'étaient pas encore produits et dont on ne connaissait pas encore les usages. J'ai dit non, c'est pas possible. Ah, je suis désolée. Je suis capable de faire plein de trucs, mais là, ça ne va pas être possible. Donc voilà. Donc c'est important d'avoir cette perspective-là. Ceci étant dit, nous avons un ensemble, une panoplie de façons d'appréhender donc les activités humaines, que ce soit par donc l'observation sur un terrain, mais ça peut être aussi, notre terrain, ça peut être un objet que l'on va suivre. Je vous renvoie au très célèbre ouvrage d'Anna Tsing à travers les champignons, mais ça peut être aussi un objet technique. Ça peut être aussi des systèmes sociotechniques, et j'y reviendrai. Là-dedans, quelle est la définition de l'habité pour les anthropologues? Ça, c'est une vraie question et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une définition que les anthropologues ont très rarement proposée. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point c'est pas considéré comme un objet par les anthropologues, quand je présentais ma candidature au CNRS, à chaque fois on me disait mais habiter, c'est les géographes. Il n'y a pas cette idée que l'homme habite. Alors moi, ça m'a toujours sidérée. Je ne comprends pas cette impasse de l'anthropologie. Je ne comprends pas non plus ce renvoi à la géographie, si ce n'est que cette idée que l'espace est très peu pensé en anthropologie et que l'habiter renvoie forcément à l'espace. Donc je vais revenir quand même sur qu'est-ce que j'entends par habiter, parce que ça va être important pour comprendre qu'est-ce qui est pour moi du coup l'habitabilité et comment est-ce qu'on peut appréhender cette question de l'habitabilité. L'habiter, et là-dessus Tim Ingold quand même a travaillé là-dessus également, c'est appréhender à travers la capacité d'action sur l'espace. La création de routines, j'y reviendrai, c'est extrêmement important. Pierre Sansot nous dit par exemple, qui n'est pas anthropologue mais il aurait pu, habiter c'est d'abord avoir des habitudes à tel point que le dehors devient une enveloppe de mon être et du dedans que je suis. C'est pourquoi on peut affirmer que d'une certaine manière, j'habite une ligne de bus dès lors que je l'emprunte chaque jour. Donc l'être humain n'habite pas simplement son logement, puisque ce n'est qu'un des lieux de son séjour sur Terre, mais il peut habiter d'autres logements dans l'espace, dans le temps, et ça aussi c'est important. Nos logements ne sont pas forcément physiquement présents au moment où on les habite, mais aussi les lieux et les habitacles dans lesquels il séjourne. Et il ne peut les habiter que pour autant qu'il habite son corps. Et là nous revenons à cette dimension qui a commencé à être effleurée et sur laquelle je vais continuer à travailler, qui est la question des ontologies. Repartir de son corps, c'est aussi repartir des ontologies. Donc, habiter consiste à tirer parti des relations symbiotiques établies avec un espace familier. Celle-ci ne saurait uniquement résulter d'un processus réflexif diligenté par un esprit désincarné. L'habitat est lui appréhendé au prisme des significations sociales qui lui sont conférées par notre environnement. Et c'est là qu'on peut voir qu'on a des habitats qui ne sont pas nécessairement habités, même si nous n'y adhérons pas nécessairement. En effet, chaque espace est porteur de significations liées à ses conditions de création, à la valeur des lieux dans lesquels il est implanté, à ses formes, à son esthétique. Elles dépendent également du statut social des gens du voisinage, du degré d'homogénéité, de la stabilité ou de l'évolution de cette population. Habitat, on voit ici à une échelle normative, celle du modèle d'habiter idéal d'une société. Un constat, c'est que parmi l'ensemble des définitions qui peuvent être proposées par l'habité, l'autre est généralement peu présent. La présence de l'autre, l'importance de l'autre dans l'habité, dans notre façon d'habiter est peu présente. Et quand l'environnement est mentionné, il est pour éclairer la capacité à accéder à un état, le Dasein de Heidegger par exemple, plus qu'une relation. Donc, et dans
à travers ces définitions, le vivant finalement n'a commencé réellement à n'émerger que dans le concept de Tim Ingold de dwelling, que j'utilise à propos le terme anglais parce qu'on ne le retrouve pas vraiment en français, habiter ou s'approprier, c'est pas tout à fait la même chose, qui tente de concilier la séparation entre l'homme et le paysage en imaginant le paysage comme une histoire qui se déroule. Le paysage témoigne du passage du temps, il contient une mémoire vivante de tous ceux qui y ont vécu. Percevoir le paysage, c'est accomplir donc un acte de remémoration. On est immergé dans ce déroulement, on recueille des détails et des impressions qui peuvent être relatées. C'est à partir de ces détails, de ces impressions finalement, que nous arrivons à cheminer et que nous sommes en capacité de faire partie de ce vivant, selon mon interprétation. Donc habitabilité ne serait donc pas synonyme d'habiter, et je pense que ça c'est aussi un élément important à conserver à l'esprit. Pour en revenir donc à plus concrètement, comment est-ce que l'habitabilité a été prise en compte par les anthropologues. Donc je vais revenir d'abord par une notion finalement très classique, pour ensuite, mais qui concerne néanmoins encore une bonne partie de la planète, il ne faut pas oublier, et pour en revenir ensuite à comment est-ce que moi je l'appréhende dans nos sociétés contemporaines, et finalement qu'est-ce que dans cette société occidentale, et qu'est-ce que ça a pu changer. Un premier constat pour l'anthropologue, c'est que l'être humain est présent partout sur la planète. Il y a très peu d'endroits finalement où l'être humain n'est pas présent. Et donc la question de l'habitabilité n'a jamais été posée en tant que telle, mais en tant que mode de faire avec des espaces qui peuvent être considérés comme inhabitables pour l'occidental. Il ne faut pas oublier que l'anthropologie a d'abord été créée par des occidentaux, dans des buts de colonisation la plupart du temps. Donc il y avait ce besoin de comprendre comment est-ce qu'on peut faire avec un territoire donné. Et à partir de ce mode de faire avec le territoire, ça interroge donc les techniques mises en œuvre pour résister au froid ou au chaud, les collaborations et les exploitations établies avec le vivant, le type de culture utilisée, les façons de cultiver, les animaux domestiqués, les matériaux de construction utilisés. Je vous renvoie par exemple au travail qui pour l'instant est resté seul d'ailleurs en son genre de Rapoport dans les années 70. Un vivant et des systèmes socio-techniques répondant à des modes de faire avec l'espace saisonnier ou permanent, qui sont donc inscrits dans des territoires et dont l'expression matérielle, l'habiter, et la façon de le rendre habitable va dépendre de l'abondance de ressources locales, que ce soit le pisé, la pierre, le bois pour la construction, ou la tourbe, le bois également, la bouse pour les combustibles de chauffe par exemple. Dans ce contexte, l'habitabilité est définie par les ressources exploitables localement et la façon dont les êtres humains en tirent parti. L'analyse des pratiques suppose alors de porter l'attention sur la dimension intérieure, le rapport au corps, au lieu, aux objets et à l'autre. Habiter est ici compris comme une expérience sensible, incorporée, avant même que l'être humain cherche à se situer et d'habiter ce qui peut entrer dans une routine. Cela comprend aussi, dans cette compréhension des territoires, de la façon dont on s'en accommode et dont on le transforme, le parcours, donc d'entrer en relation avec le végétal et l'animal, notamment. Donc on retrouve cette question du vivant qui pour moi est assez essentielle, et ça renvoie d'ailleurs à la préoccupation très ancienne de Nathalie Blanc. Et qui est très souvent absente des réflexions ou peu présente dans les réflexions sur qu'est-ce que habiter, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir rendre habitable. L'échelle corporelle non médiée par l'attraction autre qu'humaine et animale reste encore aujourd'hui l'un des premiers moyens de se déplacer dans le monde, et ça c'est aussi important à prendre en considération quand on réfléchit à qu'est-ce que c'est que habitable, est habitable, un territoire que l'on va pouvoir traverser à pied, encore pour la majeure partie du monde. Et donc penser les échelles de l'habitabilité de l'être humain sur Terre peut difficilement se passer d'une compréhension de cette échelle pour comprendre les échelles des déplacements. L'habitabilité des territoires est donc définie par la circularité du temps
aussi, marquée par les saisons, et la façon dont on en tire parti. Donc on est aussi sur ce temps cyclique, un temps qui intègre donc les différentes échelles de la vie et des générations, celui des cycles courts, alternant les cycles annuels ou sociaux, jusqu'au cycle plus long des âges de la vie. On est aussi dans ce type de compréhension de l'habitabilité sur des échelles mémorielles. Les routines aident l'être humain à se situer, lui ouvrent une dimension ontologique qui se déploie aussi dans le temps et les manières donc d'être au monde. Échelles mémorielles aussi qui sont celles des techniques transmises et de notre relation à un vivant proche. Échelle des échanges aussi, l'habitabilité est aussi dessinée par les échanges qui viennent compléter les manques, pour les produits alimentaires par exemple, mais qui sont aussi le fruit des contacts, des migrations. Échelle aussi des échanges dans les systèmes socio-techniques qui permettent l'habitabilité d'un territoire d'un point de vue des façons de s'y loger, qu'elles soient nomades, sédentaires, comme des cultures qui y sont pratiquées. Échelle enfin, et qui émerge même dans cette compréhension première on va dire, du territoire, des systèmes de domination qui façonnent les modes de faire avec l'espace, ainsi que les circulations. Je pense à quelque chose qui a frappé, qui est utilisé de façon générale quand on travaille sur l'habitat, et pour contredire cette idée qu'on a forcément tiré parti des ressources locales, c'est l'habitat au Japon qui est complètement similaire sur l'ensemble de l'archipel, alors même qu'on est sur des climats extrêmement différents. Donc revenons maintenant à ici et maintenant. Donc quand je parle d'ici, c'est vraiment le monde occidental. Les décisions prises pour agencer nos vies, familiales comme professionnelles, tiennent implicitement compte des possibilités technologiques, des moyens de transport aux télécommunications, mais aussi les transformations des cadres normatifs générés par l'évolution du capitalisme. Les conséquences se lisent dans la modification de la relation au lieu, au mode d'habiter et la conception de la vie professionnelle induite dans un contexte de transition économique, politique, écologique, producteur d'incertitude et une complicité croissante. Revenons, pour reprendre la même grille d'analyse que j'ai précédemment utilisée, à la matérialité. Notre logement est produit partiellement localement, en général parce qu'il est trop coûteux à transporter de loin, à savoir l'eau, le gravat, enfin les bétons, donc les pierres. Et en revanche, le reste est généralement importé. La caractéristique aussi de ce logement, c'est qu'il est relié. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il n'est pas relié simplement par des routes, mais il est relié par un ensemble de réseaux, des réseaux qui déplacent, qui peuvent être à l'échelle urbaine, mais qui la déplacent généralement, puisqu'il s'agisse des infrastructures routières, des infrastructures énergétiques, des infrastructures numériques, d'approvisionnement en eau, on y revient, et c'est important, qui sont le fruit autant de legs, qui nous relient à des ensembles plus basses, mais aussi qui sont aussi le fruit des transformations permanentes de cet habité. Donc là, on voit bien que pour appréhender notre habitat et notre façon d'habiter actuelle, on ne peut se contenter d'une échelle locale, malgré une volonté, d'où toute la difficulté d'ailleurs de le percevoir, et qu'il est besoin de comprendre les effets de ces échelles plus larges sur les façons d'habiter. On s'en rend compte de façon d'autant plus qu'on est en pleine crise énergétique et qu'effectivement la question des réseaux, je pense que maintenant tout le monde est un peu au courant de ce que ça peut produire comme effet directement, comment ça peut nous impacter. Les conséquences de ces réseaux, et ça c'est quelque chose sur lesquels c'est important, c'est que ça nous coupe aussi, les réseaux nous coupent de la matérialité. Ils nous coupent de la matérialité dans la mesure où quand on provisionnait son bois, on savait le volume dont on avait besoin. Donc on avait une conscience du volume qu'on en allait transformer en énergie. Cette matérialité a complètement disparu dans nos usages, et c'est bien l'une des choses qui ont été pointées par les anthropologues, je pense au travail de Laurence Reynaud notamment. Et plus on est sur des réseaux urbains puissants, plus cette déconnexion avec l'énergie est importante.
là, je vous renvoie aussi à des travaux qui ont été réalisés sur les conséquences de l'électrification au Zimbabwe, qui ont un travail extrêmement intéressant, qui montre justement toute la transformation de cette compréhension de l'énergie. Habiter, c'est toujours inscrit dans un rapport d'interdépendance, mais là, cette interdépendance est devenue globale et, en tout cas, nationale la plupart du temps, et globale quand on regarde que finalement, nos accès à Internet et cette présentation-ci est faite en grande partie grâce à cette présence du global. Donc on n'habite plus de façon locale, ou très peu de façon locale. Habiter est aussi devenu déconnecté du climat. En effet, l'accès, l'élément principal des 50 dernières années, je suis en train de lire une très belle thèse sur l'évolution du radiateur et du chauffage en France. On voit bien que toutes les politiques ont été axées autour justement de cet accès à ce qu'on considère comme un confort, et non sans raison, hein, notre capacité à pouvoir nous affranchir du climat, notamment en hiver, et de plus en plus également en été. Habiter est devenu une bulle, d'une certaine façon, une bulle déconnectée du climat, déconnectée aussi de la possibilité de se déplacer à travers les propositions du numérique. Les pratiques en elles-mêmes sont devenues de moins en moins locales, ou en tout cas, ce qui nourrit ces pratiques, je pense à la nourriture notamment, est devenu aussi de moins en moins local. Et le travail est devenu aussi de moins en moins local, en tout cas pour une partie de la population. Un des effets de cela, c'est que, d'une certaine façon, on accroît aussi les inégalités possibles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a besoin de plus en plus d'énergie pour fournir un certain nombre de services, où est considérée comme privilégiée la personne qui va pouvoir choisir de travailler de chez soi ou pas, on accroît des inégalités par rapport à d'autres formes de travail qui restent localisées, par rapport à des capacités de se chauffer ou non. On est en plein au cœur de cette question-là actuellement. Pour conclure et ensuite arriver sur la question des difficultés méthodologiques, qu'est-ce qu'on a finalement perdu comme échelle dans cette transformation de nos modes d'habiter? On a premièrement perdu en grande partie, même si cela se rappelle avec le changement climatique de plus en plus à nous, la question du temps, de la saisonnalité, qui est devenue quelque chose dont on peut s'affranchir, en tout cas dans les sociétés occidentales. On a aussi perdu de vue le passé et le futur. On est dans un présent où la question des cycles est de temps de moins en moins prégnante. Ce rapport à la circularité du temps a aussi disparu. On a perdu aussi une diversité dans nos adaptations. On est passé à la monoculture, on est passé à des formes d'habitat qui se répètent sur l'ensemble de territoires, avec très très rarement la question de, finalement, quand je construis à Nice, est-ce que je vais construire le même type de bâtiment que je construirais à Paris? Donc cette uniformisation est rendue possible justement par cette possibilité d'avoir un climat du chez-soi. On a perçu aussi un rapport au vivant, que ce soit à la fois à l'échelle micro-locale ou planétaire. La question du vivant est devenue de moins en moins prégnante, et voir est devenu une gêne. Le vivant, on le chasse de nos trottoirs.
même si on tente de le faire revenir. Mais on le chasse aussi dans nos façons de nous couper du reste du monde à travers finalement ces bulles dans lesquelles nous vivons. Celle-ci en est quand même un magnifique exemple. Donc, pour revenir finalement à la question qui était de celle des valeurs et finalement de l'ontologie, effectivement, c'est quelque chose qui a été perdu de vue, qui n'a jamais été présente dans la conception des modernes, qui a été perdu de vue, chemin faisant aussi, par, on va dire, la plupart de nos décideurs. Ça ne veut pas dire que toute la population le suive, mais en tout cas, la façon dont on décide de la structuration de l'espace et de la structuration de nos besoins a perdu de vue cet aspect-là. Et de mon point de vue, c'est quelque chose qu'il faut effectivement d'urgence réintégrer, sinon on ne veut pas perdre, et là j'utilise des grands mots, notre humanité. Quel défi méthodologique méthodologiques pour l'anthropologie et quel, du coup, type de collaboration aussi possible? Les défis méthodologiques pour l'anthropologie, c'est toujours la taille des territoires d'intervention. On a besoin de temps long, un temps qui nous est rarement donné. On a besoin donc de connaître ce territoire, de connaître les gens qui fréquentent ce territoire. Donc ça, c'est un défi qui reste en fait généralement au cœur des discussions à partir du moment où on est, et là on va parler un peu plus technique, à partir du moment où on est sur des projets pluridisciplinaires, comment intégrer la question du temps dans des projets qui sont sur des pas de temps courts, avec des disciplines qui elles-mêmes travaillent sur d'autres pas de temps, et d'où cette question qui revient de façon extrêmement fréquente. Les collaborations possibles, elles sont pour moi sur les adaptations. On voit bien ce que Thierry a montré précédemment, le climat change, a des effets drastiques sur les façons dont on va pouvoir habiter ce territoire, et on ne va pas pouvoir uniquement trouver de la technologie pour pallier, puisque ça a été jusqu'à présent à ces choses-là. La compréhension aussi, les collaborations sur les adaptations, c'est aussi comprendre et prendre parti de connaissances d'ailleurs. Et ça, on l'avait eu lors du précédent séminaire. C'est comprendre par exemple comment dans le Caucase, des plantes soumises comme à Lyon, ce qui va être le cas le plus souvent maintenant à Lyon, à une extrême sécheresse et des températures extrêmes, peuvent survivre. Et donc, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire sur notre territoire? Qu'est-ce que la façon dont ces plantes et dont les cultures de ce territoire vont pouvoir nous dire sur d'autres types de territoires? C'est quelque chose qui est tout à fait dans le rôle de l'anthropologie. On va pouvoir aussi travailler là sur des questions où les anthropologues sont beaucoup moins attendus, sur les infrastructures. Les anthropologues travaillent de plus en plus sur qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure, comment c'est produit, et qu'est-ce que l'infrastructure nous dit sur notre société et sur les usages qui sont attendus par les ingénieurs. Sur la production des matériaux, et aussi sur un élément important qui est sur les effets de l'énergie sur l'humain, qui est quand même aussi le grand absent des réflexions du GIEC. Le GIEC nous dit de limiter nos consommations, mais ne réfléchit pas finalement à pourquoi il y a ces consommations, qu'est-ce que ces consommations produisent, et en quoi ça nous a transformés, et pourquoi il est si compliqué de se débarrasser de cette dépendance, puisqu'on est quand même dans une vraie relation de dépendance, à l'énergie. L'autre point sur lequel l'anthropologie peut agir, c'est, et là je prends je fais part de ma propre expérience, c'est sur les formations directement. Amener l'ingénieur du futur n'est pas l'ingénieur actuel, ce
suppose, on est en train de passer d'un ingénieur qui était formaté pour créer du nouveau à la réparabilité. On rentre dans une notion de la réparabilité, et de ce point de vue-là, l'anthropologie a des choses à apporter dans cette compréhension. Et enfin, comment est-ce que les collaborations s'établissent ? Elles peuvent s'établir justement à partir du moment où on arrive à avoir des compréhensions similaires, des compréhensions plutôt multisituées de ce que chacun peut faire. Je vais repartir d'une expérience très concrète. Je travaille beaucoup avec des économistes, dont des économistes qui travaillent sur ce qu'on appelle les enquêtes ménage-déplacement, qui maintenant intègrent aussi l'habitat, et donc les coûts de l'habitat. Travailler avec cela, c'est déjà comprendre le bruit. Il y en a beaucoup été question dans la conversation précédente. Et ma collaboration avec les économistes m'a donné à comprendre que le bruit, c'est hyper important. C'est là où nous, on a une vraie plus-value, parce que c'est là où on a la capacité de pouvoir enquêter sur qu'est-ce que c'est que ce bruit, qu'est-ce que ce bruit nous dit, et donc qu'est-ce que ça nous dit sur les évolutions qui sont en train de se faire. C'est aussi essayer de comprendre comment, par exemple, quand vous créez un modèle de déplacement, si ce modèle marche sur 40% de la population, c'est merveilleux, mais insister sur les 60% qui restent et qui ne sont pas dans le modèle et qui pourtant ça va être les gilets jaunes de demain, ça va être ces éléments qui vont pouvoir alerter sur les vulnérabilités qui sont en train d'émerger, les types de fragilité de la société qu'on n'avait pas anticipé jusqu'à présent, parce qu'on restait sur des modèles mathématiques, des modèles aussi qui très souvent sont conçus à partir de données qui elles-mêmes ont été créées pour d'autres types de contextes. Et ça, c'est une vraie difficulté, et je pense une vraie difficulté pour toutes les recherches quantitatives, c'est de comprendre, quand on travaille sur de la durée longue, sur des séries longues, qu'est-ce que dit le chiffre et comment il a été construit, dans quel but il a été construit. Vous l'aviez rappelé, mais je pense que c'est essentiel de le marteler. Je vous remercie. Bon, du coup, on va avoir une demi-heure de discussion. Peut-être que si vous voulez revenir ici pour Merci beaucoup. Merci beaucoup aux deux intervenants qui ont réussi à... Je tournerai... Ouais, oui, okay, là, peut-être. Qui ont réussi à faire cette espèce de grand... ce grand écart entre des échelles planétaires et locales, et qui ont réussi à faire cet effort d'aller vers des échelles plus petites ou plus grandes, justement, pour essayer de voir dans quel contexte est-il possible de se rencontrer ou pas. On voit quand même qu'il y a un grand travail à faire encore, que c'est sur le temps long que ça s'apprend à comprendre les autres disciplines, les échelles, et notamment le fait que certains contextes ont été issus dans les pays occidentaux, notamment cette question très normative de l'habitabilité, et de se dire que ce que disait Thierry, que dans le rapport, selon les études, le rapport du GIEC, il y a des normes à partir de tant de degrés, des espaces, l'humain ne peut pas se maintenir en vie. Donc il y a des critères comme ça, des normes scientifiques qui ont été établis et qui sont utilisés après dans tous les pays, mais on se rend compte que l'habitabilité, comme disait Nathalie, c'est normatif, et que
certaines populations arrivent à vivre dans des conditions extrêmes, que ce soit le Groenland ou les déserts ou des zones de très haute pluviométrie et à haut risque d'inondation comme dans les grands deltas que je connais. Donc c'est justement là où on se dit qu'il y aura un pas de côté à faire à partir d'études beaucoup plus nombreuses sur c'est quoi l'habitabilité dans des zones à risque, des zones qui, d'après les scientifiques physiques mesurés, la vie n'est pas possible, et comment les populations peuvent s'adapter. Et cette question de l'adaptation, elle ne peut pas être normative parce qu'elle dépend justement de comment des communautés habitent dans des environnements qu'ils connaissent ou pas et avec lesquels ils arrivent à changer leur mode de vie. Donc cette idée d'échelle de paysage un peu plus grand que des espaces plus grands que le logement, comment petit à petit on en arrive à un environnement plus proche, mais environnement pris pas simplement dans un espace, mais avec toute sa matérialité et sa spécificité du milieu. Et notamment dans le contexte des changements globaux et climatiques, on se rend compte que les mobilités sont de plus en plus grandes et que des populations vivent des vies translocales. Donc cette translocalité où on vit dans plusieurs endroits au cours de sa vie, comment on s'approprie, comment on apprivoise ces milieux pour créer cette intimité et cette appartenance que Nathalie... voilà. Alors, j'aurais une petite remarque par rapport à le fait que Nathalie dise habiter, c'est de plus en plus déconnecté du climat. Peut-être en Occident ou dans les pays du Sud, dans les villes, pour les populations qui ont la capacité, enfin qui ont les moyens de vivre avec de la clim, etc. Mais qu'une grande partie des populations de la planète vivent dans des conditions qui ne sont pas justement déconnectées du climat, étant donné qu'ils vivent dans des milieux très changeants et souvent à haut risque. Je pense particulièrement à l'Asie très peuplée ou aux zones sahéliennes à haut risque. Donc là, l'habiter, il est de plus en plus reformulé. Et ça, c'est des grands défis, je pense, pour les scientifiques, à la fois de comprendre la capacité que des communautés ont à vivre dans des univers extrêmement changeants et à réorganiser leur façon d'habiter pour qu'ils aient des vies possibles, donc en intégrant la mobilité. Et pour nous, scientifiques, comment on peut faire pour arriver à comprendre à la fois les représentations que les populations ont justement de ce changement environnemental et de leur capacité d'habiter dans ces zones-là, c'est-à-dire à la fois adapter leur habitat, les constructions aux inondations, etc. Donc là, il y a tout un travail qui est un champ ouvert pour les anthropologues sur la perception du risque et pour les physiciens de comment faire le lien entre la mesure des aléas avec leurs instruments et versus la représentation que les populations qui vivent dans des zones à haut risque ont justement de ce risque et vivent avec. Et donc là, c'est justement un petit peu sur ces questions-là que je voudrais entendre pour voir comment c'est possible de dialoguer. C'est-à-dire, est-il possible de mesurer des hotspots de risque avec les instruments des physiciens et d'y intégrer la part de la représentation du risque que les populations ont dans ces zones-là. Donc, c'est à la limite une question pour les deux, dans le sens où les modèles, est-ce qu'ils peuvent intégrer cela? Et pour Nathalie, est-ce que comment les anthropologues peuvent intégrer cette représentation que les populations ont du risque
quels sont les défis que cela leur pose, c'est-à-dire aussi une connaissance des milieux environnementaux et des représentations. Est-ce que c'est assez clair? Donc là, on est aussi dans les échelles, mais dans le besoin d'être dans des équipes où on se comprend, ou peut-être que chaque discipline arrive à intégrer d'autres éléments sur la question de l'environnement. Je veux bien intervenir, je suis Nathalie Blanc, on doit entendre ma voix, j'espère, en ligne, parce que ça rebondit exactement dans cette discussion, à vous écouter tous les deux. Il me semble que l'enjeu central de l'habitabilité qui n'a pas été pris en compte par vos deux exposés et qui permettrait peut-être d'intégrer ces deux exposés, ou de les intégrer, en tout cas de les mettre en correspondance plus vivement, c'est la question de l'héritage, c'est-à-dire que l'habitabilité, elle est directement le produit d'un héritage, alors par exemple d'émissions de gaz à effet de serre, et elle est le produit d'une construction, c'est-à-dire d'une temporalité sur des temps très longs en vérité, c'est-à-dire des populations humaines qui se sont établies et qui se sont transformées pour habiter, y compris des milieux extrêmes, puisqu'on sait que ces populations qui habitent par exemple les milieux très froids, extrêmement froids, ont des biologies ou des physiologies qui sont adaptées à ces environnements-là. Donc là, on est sur des très longues temporalités. Donc peut-être pour entrer ça en correspondance, moi je me posais la question de la place que vous laissez aux temporalités dans cette question de l'habitabilité. Je sais que Thierry, toi tu es intervenu sur les 20 ans ou 40 ans, enfin je ne sais plus, de 1960 à aujourd'hui, tu as montré des schémas. Et Nathalie, peut-être pour faire en sorte que cette réflexion sur l'habité et l'habitabilité soit pas uniquement synchronique du point de vue de la représentation des usages. En fait, moi, c'est une question que je me suis posée en vous écoutant tous les deux. Oui, alors, juste pour un point quand même sur lequel, pourquoi j'insiste sur les... Et après, je réfléchis. Sur... pourquoi j'insiste aussi sur l'habité occidentale, parce qu'on est dans un système de domination, et que ce système de domination passe par la pénétration de modèles, et que ces modèles se généralisent, j'ai parlé de l'échelle de la France, mais se généralisent à l'échelle planétaire, et produisent des habitats qui sont profondément inhabitables, et absolument pas adaptés localement. Donc ça, c'est pour ça, pour moi c'est important, et c'est important d'avoir cette réflexion sur ce que continue de produire l'Occident en forme de colonialisme, et là on est sur des formes de colonialisme persistantes. Sur la question, un héritage aussi de l'Occident, donc là on est sur cette question. Sur la question des héritages, alors on l'a, et du temps long. On l'a et on l'a pas dans les façons de concevoir l'habitabilité, en tout cas, dans nos sociétés. C'est ce que je disais, on est passé une réflexion qui est relativement occidentale, on est passé une réflexion atemporelle, et l'héritage, c'est finalement ce qu'on va mettre en valeur, où on va avoir quelques artisans qui sont encore capables de faire, et qui sauront faire justement avec le climat très souvent et avec les contraintes locales. Et on est passé à un artisanat finalement qui est quasiment un artisanat d'exception, qui est un artisanat d'exception, et qui n'est pas mobilisé au quotidien, sauf quand on essaye de se réapproprier localement. Et là, je pense par exemple à des collègues à l'ENTPE qui travaillent sur le pisé en tant que matériau de construction et qui du coup reviennent à ces façons de construire. Sur l'adaptation des populations des populations qui se sont adaptées de façon durable à un environnement et qui se trouvent dans un environnement qui n'est plus celui pour lequel leur corps s'était adapté. C'est pas fait.
On n'a pas encore les outils. On n'a pas encore les outils et c'est intéressant que tu le mentionnes parce que ça questionne le climat, mais là aussi ça continue de questionner aussi nos façons de coloniser le monde et d'imposer des normes. Je pense par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler sur les déchets en Nouvelle-Calédonie et la transformation de l'alimentation des Kanaks pour des corps qui ne sont absolument pas préparés à ces apports dont on retrouve la question de l'obésité sur toutes ces... Et là, on est toujours sur ces questions aussi de colonisation. Et tant qu'on n'aura pas vraiment questionné qu'est-ce que l'Occident produit sur le monde dans ces multiples espaces, et là on retourne à cette question systémique que l'on se posait en aparté avant la présentation, on va avoir du mal à avancer. Donc les héritages sont là, mais ils ne sont pas questionnés, effectivement, et surtout ils sont, comme tu le mentionnais, sur différents types d'aspects qui ne sont pas uniquement sur là où on les attend. Oui, parce qu'il y a le corps et la matérialité des installations qui sont liées à l'habité, c'est-à-dire les routes, les maisons, etc. Et la façon dont on se nourrit. Et la façon dont on se nourrit, enfin toute une série d'objets. C'est aussi quelque chose d'important. Alors moi je ne sais pas ce que je peux... Non mais je ne sais pas ce que je peux dire. Sur certains aspects, j'ai plutôt... une réflexion en tant que citoyen qu'en tant que scientifique, c'est-à-dire qu'en particulier sur l'héritage occidental, alors il y a une civilisation qui est héritée d'une vision du monde et d'une construction matérielle qui est occidentale, mais aujourd'hui l'usine du monde, elle n'est plus en Occident, quoi. Elle est en Asie. Et en Asie, donc il y a une appropriation par d'autres pays d'une relation à la nature, à la planète, qui ont fait leur. En particulier en Chine, moi je ne connais pas du tout la Chine, je lis juste, c'est un peu fascinant de voir comment finalement il semble que leurs ambitions de développement soient de gagner une forme d'aisance matérielle tout à fait similaire enfin d'avoir des modes de vie finalement très occidentalisés, probablement en gardant bien entendu leur culture propre, avec un système politique par contre qui n'est pas du tout le même. Donc je trouve que ça c'est compliqué à penser. Mais c'est une réflexion particulièrement qualifiée, en tout cas c'est pas en tant que scientifique moi, que je peux m'exprimer là-dessus. Je trouvais intéressant aussi ce que tu disais sur l'énergie, la façon dont l'énergie est venue dématérialiser et que donc du coup les gens ne s'en rendent plus compte. On disait, Bernard me suggérait en aparté qu'il faudrait demander à chacun qu'il produise par lui-même son litre d'essence ou son kilo de charbon et que là on rematérialiserait les choses, mais bon je pense que c'est pas vraiment pour demain. Et là encore, en tant que citoyen, moi j'ai toujours trouvé absurde d'être dans un monde qui considérait qu'il était inépuisable. Voilà, ça date pas de ma carrière scientifique. Voilà, quelque part, je ne sais pas pourquoi, moi je suis toujours revenu avec ce sentiment que ça me semblait aberrant, la société de consommation, la société de surconsommation qui consisterait finalement de facto à faire l'hypothèse qu'on était sur une planète aux ressources inépuisables. Alors, derrière, il y a une question, moi, qui m'interroge beaucoup, qui est un peu celle de l'imaginaire. Et à deux niveaux. D'abord, une petite anecdote, il se trouve qu'à l'IRD, on a donc Olivier Dan, que vous connaissez peut-être, qui essaye de construire une espèce d'agenda de l'organisme autour de la notion de science de la durabilité. Il a monté une émission qui s'appelle Hello World. Et je trouve que c'était dans la première, enfin bon, il nous avait demandé à 2-3 personnes d'être un peu les conseillers scientifiques de cette émission, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Et on avait fait venir Johan Roström pour faire une présentation sur les limites planétaires. Et ils étaient allés chercher dans les archives de l'IRD des petites vidéos. Des petites vidéos de 2-3 minutes qui sont des interviews de personnes, de populations. Et ils avaient choisi l'interview d'un paysan sahélien, je crois que c'était un pasteur, ce n'était pas un agriculteur, il me semble qu'il faisait du pastoralisme. Et dans cette interview, il mettait en avant
la sécheresse comme une menace vitale sur son activité. C'est une interview qui est assez récente, qui datait de quelques années. Et je disais aux gens de la com de l'IRD, à Olivier Dan, moi ça me gêne beaucoup qu'on passe cette vidéo comme un illustratif de cette séquence, parce que c'est plus d'actualité. C'est-à-dire que il n'y a plus au Sahel la sécheresse telle qu'on l'a connue dans les années 80 et 90. Il y a un autre régime pluviométrique qui a aussi ses incidences pour l'agriculture, mais la perception, ce que nous dit cet agriculteur, est en contradiction avec ce que nous disent les chiffres. Donc on a une confrontation de deux réalités. Alors, sa réalité à lui, c'est la plus réelle en quelque sorte, puisque lui, il vit ça tous les jours. Donc s'il a des difficultés de survie, ces difficultés-là sont absolument réelles. Et c'est celle qui compte quelque part, évidemment. Mais par contre, l'attribution qu'il en fait me questionne, moi, enfin, ou mes collègues en tant que scientifiques qui avons travaillé sur ces sujets-là. Et il y a manifestement quelque chose à creuser sur l'articulation entre les deux. Voilà, ça, c'est une anecdote. Mais un peu plus largement, on voit bien quand on discute avec des concitoyens, avec des amis, avec les gens autour de nous, que l'imaginaire autour de la ressource, d'une ressource plus ou moins inépuisable, est encore extrêmement présent. Extrêmement présent. Et alors, évidemment, ce qui a beaucoup fait jaser, mais c'est à partir du moment où on a un président de la République qui commence à nous parler de sobriété, alors qu'il y a 6 mois, quand on parlait de sobriété, on voulait nous faire revenir au temps des Amish, quoi. Hein, et donc ça vient par le côté, parce que tout d'un coup, il y a un conflit géopolitique qui fait que la ressource devient rare, et qu'on se dit, ah oui, bah, finalement, c'est pas absolument garanti que le monde globalisé nous permette d'avoir du gaz russe ad aeternam et pour pas cher. Je voudrais revenir sur la petite question qui me paraissait importante, justement, pour faire ce pas entre vos deux disciplines. Entre la question des représentations du risque et de la mesure des aléas par les sciences physiques. Ben, c'est un peu l'exemple que je te donnais. Hein. C'est l'exemple que je donne. Typiquement, nous, on fait des mesures. On dit le régime pluviométrique sahélien, il a changé, mais on ne peut plus le qualifier comme un régime de sécheresse extrême comme on a eu dans les années 70-80. Et à côté de ça, il y a un agriculteur qui a des difficultés de survie et qui les attribue. Donc, qu'est-ce qui est dans sa mémoire? Est-ce que c'est la mémoire de ce qu'a été la grande sécheresse? Est-ce que c'est simplement qu'il traduit dans des termes particuliers le fait qu'il y a encore des... Oui, excusez-moi, mais sur le plan méthodologique, c'est-à-dire on n'irait pas voir une seule personne en plus filmée qui va nous sortir... mais c'est l'illustration pour moi. Juste, mais comment, en fait, scientifiquement, les sciences physiques peuvent s'appuyer sur les sciences sociales pour justement ajouter à leurs mesures par des collectes de données physiques et traitées par des modèles, avoir des informations sur la perception que les populations ont du changement ou un moment T. C'est-à-dire que là, il y a des défis méthodaux à la fois pour les sciences sociales et à la fois pour les sciences. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors, si oui, est-ce que vous avez déjà expérimenté ce genre de défi au sein de programmes de recherche pluridisciplinaires? La question des risques, elle est intéressante parce que effectivement, ça renvoie aux imaginaires et aux perceptions du risque. Et au vécu, et à l'habité, et à la connaissance intime. Oui, on vit dans une société profondément dangereuse. Il y a des trucs qui s'appellent les voitures qui peuvent nous renverser à tout moment. Personne n'en parle jamais. C'est jamais. Quand on parle d'accident, par exemple, un cycliste a eu un problème, c'est forcément lui qui était en faute. C'est jamais la voiture. Je travaille aussi sur ces questions de mobilité. Je trouve ça très intéressant. Donc il y a les risques qui sont perçus et il y a les risques qui sont intégrés, on va dire. Et c'est là où c'est intéressant et c'est là où justement je trouverais intéressant de pouvoir dialoguer parce que
finalement, ce que nous dira la physique, ce sont des risques qui sont, on va dire, quantifiés, et avec une incidence qui va être elle-même quantifiée. Ça sera intéressant de voir, effectivement, comment ces risques sont eux-mêmes perçus par la population, et finalement, est-ce que c'est réellement ces risques-là qui sont importants pour la population, ou ces risques-là et les effets en tout cas de ces risques ne sont pas masqués par d'autres choses. Là on avait parlé des migrations. Ben voilà, est-ce que le risque climatique n'est pas lui-même, on va dire, oblitéré dans le discours que va produire la personne par la nécessité qu'il va avoir qu'elle va avoir de partir, et le conflit qui va être à la frontière, et dont finalement va dépendre sa survie immédiate, encore plus que finalement du risque climatique. Je ne suis pas sûre d'être super claire, mais il me semble que là-dessus, sur les représentations du risque, et sur, après, il y a deux choses. Il y a effectivement l'imaginaire, et puis il y a les modes de faire. Comment est-ce qu'on répond, c'est-à-dire quels sont les modes de faire avec ce risque? Ça va être quelque chose d'autre. Là, on va interroger non pas les représentations, mais les pratiques concrètes des gens. C'est-à-dire, on a mesuré un risque climatique, et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il y a une migration. Donc, comment est-ce que vont faire, par exemple, comment vont faire ces populations concrètement au quotidien pour faire avec? Quels vont être ceux qui vont rester? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour faire avec en restant, et pourquoi partent les autres, par exemple? Alors oui, je peux essayer de rebondir là-dessus à plusieurs niveaux. Là, déjà, le premier niveau, quand tu dis au sein d'une communauté, tu disais avec des modèles, etc., il faut voir déjà que rien que dans la communauté des sciences de l'environnement, on prend ça comme ça, il y a du frottement. Hein, parce que, bon, nous en particulier, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus avec Jérôme, parce qu'il y a cette infrastructure OSCAR, les services nationaux de l'observation, et nous, dans notre communauté, j'ai Christophe Peugeot qui était là, si, il est encore là, Christophe, on a pas mal travaillé ensemble sur les services d'observation, et nous, on a toujours été les avocats du temps long et de l'observation du temps long, en disant ben, les choses vont se modifier dans le temps long, et on peut prendre tous les modèles qu'on veut, ils sont incapables de prévoir exactement comment ça va se passer, et donc il faut qu'on soit en position d'observer. Et observer, c'est pas très populaire, ça fait pas de public immédiatement, ça coûte de l'argent, et donc c'est un vrai combat. Donc déjà, pour dire que même au sein de nos communautés, déjà, cette notion du temps long, elle n'est pas forcément partagée par tout le monde spontanément. C'est le premier point sur lequel je voulais attirer votre attention. La deuxième chose, je ne parlerai pas forcément déjà de méthode. Moi, j'ai l'impression que rien que s'il y a des gens qui ont envie de travailler ensemble et de s'écouter, il y a énormément à faire. Énormément. On n'a pas besoin d'arriver avec des dispositifs super pointus, super pensés. Je pense que déjà, moi, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'était de donner quelques indications sur ces questions d'échelle, voilà, et comment ça pouvait être pertinent ou pas en termes d'impact et de vulnérabilité. Même dans les rapports du GIEC, c'est assez peu travaillé sous cette forme. C'est-à-dire qu'il y a tous les éléments. Si vous prenez les rapports du GIEC morceau par morceau, les éléments, vous les avez. Mais ce n'est pas pensé, c'est pas construit comme ça, du tout. Et en plus, bon, c'est ce qu'on disait, finalement, dans le rapport numéro 3, on parle d'atténuation, mais le retour vers le système climatique n'est pas tellement pensé. La vision systémique n'existe pas. Alors, les rapports du GIEC, il y a eu des rapports transversaux qui étaient plus thématiques, où là, il y a un peu plus cette volonté. Et d'ailleurs, c'est une question qui se pose réellement de l'intérêt pour le GIEC de continuer à produire les 3 rapports, les fameux rapports structurants, le 1, le 2 et le 3. Mais en tout cas, moi, quand je discute avec des gens comme vous ici ou avec d'autres, j'ai aucun mal à me dire, mais on a plein de choses à faire ensemble, si on a envie de s'écouter et de parler et de discuter. Et donc, il y a souvent ce procès un peu de dire, oui, mais alors, les sciences de l'environnement, les physiciens, ils veulent instrumentaliser les SHS, etc. Alors c'est vrai que tout le dispositif de la construction de la recherche actuelle s'y prête, puisque dans les ANR, on dit,
il faut faire deux choses. Il faut faire du réchauffement climatique et puis il faut faire de la transdisciplinarité et de la science sociale. Alors évidemment, tous les gens se disent comment on va faire. Donc les gens de sciences sociales, ils vont placer le changement climatique, et puis les gens de sciences physiques, ils vont placer la science sociale ou la transdisciplinarité. Et ça, c'est très contre-productif, parce qu'en réalité, moi j'ai vu des projets, j'étais dans le comité de l'année, on va passer des projets, on voit moi, bien ce que qui c'est de la m'intéresse, village. c'est le choix des terrains ensemble, avec des questions qui sont posées. Parce que ce que tu as fait tout à l'heure, tu as montré qu'il y a des endroits où le niveau d'habitabilité est dépassé. Il fait trop chaud, il y a le soir. Bon. Et donc, cette mesure-là, elle est importante pour arriver à décider si on veut travailler dans des hotspots de risque, par exemple. Mais il y a l'idée de la représentation du risque aussi à mettre. Donc l'idée, c'est comment on peut... Ben, pour moi, encore une fois, le comment, je ne sais pas. Je pense qu'on a le vrai souci. Moi, le souci que je perçois le plus, c'est le souci, disons, institutionnel. Je vais te donner un exemple. Il y avait un projet européen, alors je ne sais plus qui me disait, c'est toi, non, c'est chez moi. Ah oui, non, c'est toi, Sylvie, qui disait que vous aviez eu ce fameux projet sur les migration et changement climatique. Et nous, on avait répondu avec des collègues du Dauphine. Et c'était super intéressant parce qu'on était venus, en gros, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, on leur présentait un peu, ces questions d'échelle, comment ça peut impacter les populations, en particulier qu'une pluie annuelle, ça ne veut rien dire. Il vaut mieux avoir 450 mm de pluie bien répartis pour un agriculteur que 650 qui tombent caricaturalement en 5 jours. D'accord ? Et ça, on dit aux collègues, le Dauphine, c'était une Anglaise en l'occurrence, qui avait son poste à Dauphine, et elle était très intéressée par ça, elle découvrait, on se disait, ah tiens, ben, c'est intéressant. Et à l'inverse, elle, en retour, elle nous donnait ces informations. Et donc on a construit un projet qui était vraiment complètement co-construit. Et ce projet, il n'est pas passé. Il a été, bon, comme toutes les évaluations de projets européens, on ne vous dit jamais que c'est mal, mais voilà. Bon, c'est le projet de quelqu'un qui rafle tous les projets en la matière. Et moi, franchement, je pense que ce qu'on proposait, il allait complètement dans le sens. Sauf qu'on ne faisait pas de la survente. On ne disait pas qu'on allait décortiquer tout le problème des migrations africaines au prisme d'un grand penseur des migrations. On essayait de faire un travail construit de base, de terrain, où on allait apprendre à se connaître et où j'étais sûr qu'on allait produire d'une connaissance. Avec cette grosse difficulté, c'est que de plus en plus maintenant dans les appels à projets, on est censé dire ce qu'on va trouver. Oh, c'est aberrant. Et après on dit que vous n'avez pas assez conceptualisé, alors que justement le concept il va justement être co-construit au fur et à mesure. Donc là typiquement sur les appels d'offres comme ça, on devrait dire rien que le fait que vous nous montrez que vous avez co-construit vos questionnements, que vous allez travailler ensemble, on ne sait pas ce que vous allez trouver. Donc tu vois, j'ai pas besoin d'une méthode au départ. Moi, il me semble que rien que se mettre dans une salle, d'écouter et d'avoir la vraie volonté de travailler ensemble, ce serait déjà un grand pas en avant, et pas juste de vouloir répondre à des injonctions, de dire... Effectivement, je pense que c'est une étape, alors c'est intrusif dans tous ces types de projets, mais c'est une étape qui est complètement fondamentale et qu'on n'a pas. Donc à l'UNTPE, on est en train de construire une UE transversale sur les 3 ans qui s'appelle Transition écologique. Et en fait, on s'est retrouvés à tous ceux qui avaient envie de travailler autour de ça, donc avec comme injonction d'avoir les 5 labos. Donc on a des bio, on a de la physique, du génie civil, etc. Et en fait, c'est super intéressant. En fait, on s'éclate à construire ça parce que ça nous oblige chacun à se déplacer, mais aussi à découvrir l'autre. C'est ce qu'on disait, il y a du temps aussi, et c'est à partir de là qu'on se dit, c'est en discutant qu'on se dit, en fait, là, on va pouvoir travailler ensemble sur ça aussi. Tiens, toi, tu travailles là-dessus. Moi, voilà ce que ça m'évoque. Il y a des questions de recherche qui émergent. Justement par ces discussions à la machine à café, dans des séminaires. Il faut du temps. L'échelle de la machine à café. L'échelle de la machine à café est une échelle fondamentale. Je n'en ai pas parlé là, mais c'est une échelle fondamentale. Non, mais une grande difficulté dans tout ça, c'est aussi cette forme d'instantanéité de la recherche. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est sur des sujets, ce sujet de l'habitabilité, quels que soient les noms qu'on va employer, la transition, tout ce qu'on veut, qui sont des sujets de temps long. Et en même temps de temps réel, c'est-à-dire qu'il faut accompagner, il faut observer comment ça se passe, etc. Et il y a
nulle part où on nous donne les moyens de faire ça de façon un peu spontanée, quoi. Enfin, je veux dire, encore une fois, le pilotage par des appels de recherche très court terme, où on devait déjà dire à l'avance ce que vous produisez, ne permet pas de traiter ces sujets, à mon sens, de manière pertinente. Bah là, ce qu'on fait à l'IRD avec les communautés de savoir, les COSAF, c'est justement un petit peu comme des petits centres des politiques de la Terre sur des grands thématiques, sur des défis de la recherche interdisciplinaire où justement on aborde ces questions-là. On prend le temps lors de séminaires, de pareil, comment travailler ensemble, comment poser des questions sortir des questions de recherche ensemble de façon interdisciplinaire. Et ça, je crois que c'est de vivier de... Moi, je crois plus aux écoles d'été. Moi, je crois beaucoup aux écoles d'été, aux écoles... voilà, au moins une semaine et un mois, là, vous mettez les gens ensemble pour turbiner et puis échanger. Nous, on a une école, alors c'est pas pour faire de l'autopromotion, mais on a une école qu'on a appelée Autour du 2 degrés, mais en fait qui est vraiment transdisciplinaire. Et on a beaucoup de jeunes qui viennent. Il y a un mélange de toutes les tranches de population. Et d'ailleurs, je suis assez frappé, parce que cette école est finalement assez bien financée par le CNRS, par l'IRD, par l'INRAE, mais tous les ans, on a du mal à remplir. Donc, et on voit que, il y a un problème de communication limitée, et on voit bien qu'à moins... Et quand on rencontre des gens, qu'on leur présente le programme, tout, ils disent « Ah, mais c'est génial, j'aurais dû venir, etc. » Donc on voit que dans les agendas et dans la tête des gens, c'est très difficile. Mais moi, je vois les... Tu veux pas venir, toi, Roland, t'as jamais été. Mais nous, moi, je vois les jeunes, ça dure qu'une semaine. À mon avis, il y aurait place pour faire plus. Mais c'est juste génial. Il y a des gens de tous les horizons. Ça part en permanence. Et pour le moment, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on avait répondu à cet appel d'offres sur l'immigration, en mettant en genre. Sauf que pour le moment, effectivement, on a du mal à voir que ça alors on sent que ça infuse dans les laboratoires, notamment derrière les jeunes, les docs, les post-docs qui viennent, ça infuse beaucoup. Et pour le moment, ça a du mal à être allumé. Mais moi, je crois beaucoup à ça, parce que là, vraiment, on met les gens ensemble, ils discutent. C'est quand le prochain? La prochaine, c'est au mois de juin. C'est au mois de juin. Alors, bon, je peux envoyer des informations dessus, mais je sais qu'il y en a d'autres. C'est dans un autre style, mais ce que fait dans le cadre de Oscar, l'école d'été Oscar aussi, qui a lieu au mois de juillet, et d'une manière plus générale, ces notions d'école, y compris d'ailleurs avec les partenaires. Moi, je vois aujourd'hui, on organise encore des colloques, des machins, des symposiums. Ah non, ça. Vous faites une école d'été en Afrique ou en Asie sur un sujet, et je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux, quoi. Ben, merci, je crois que... Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Ouais, merci beaucoup. Donc, le séminaire, on se donne rendez-vous le 24 novembre pour une séance qui va être consacrée à la santé globale et changement climatique. Voilà, je vous envoie des informations bientôt. Merci. Alors, le thème de l'école d'été, c'est santé globale et changement climatique. Voilà. Justement. Peut-être une école d'été à tous. Ouais. Ah bah voilà. Super. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup et à bientôt. à bientôt.